Ah mon Jean-Louis, quand je te vois comme ça, peinturluré de belles formules mathématiques, de membranes et de calcium, d'ATP, ça me rappelle vraiment le cœur de Verisme TV, ces vidéos de physio. Qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce qu'on aime ça. Ça faisait longtemps, hein. Il y a eu des vidéos qui ont traité de tout un tas de sujets, on a fait des interviews, etc. ces derniers temps autour des autonomes solidaires, autour de tous mes engagements envers vous et envers la France. Mais là, on retourne aux sources avec une vidéo physio où on fait la troisième partie du débit sanguin, de la circulation sanguine, où je vous ai parlé pendant le confinement, en fait, pendant les lives, de la pression sanguine, entre autres, du débit, de la résistivité des conduits, des vaisseaux sanguins, etc. Donc là, vraiment, troisième partie. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties qui sont dans les lives, en fait, dans les vidéos live pendant le confinement, allez-y, c'est dans les playlists de Verisme TV. Comme ça, vous serez bien raccord pour continuer aujourd'hui. Donc mon Jean-Louis, c'est un plaisir de te retrouver. C'est bientôt l'été, j'espère que tu vas prendre des couleurs au soleil, parce que je te trouve un petit peu blanc là, mais je pense que ça va aller, je pense que ça va s'améliorer. Je vais le mettre un petit peu là pour qu'il fasse sa vitamine D. Aujourd'hui donc, on continue avec notre système cardiovasculaire. Petit rappel en haut. Le débit sanguin, D, c'est égal à la variation de pression sanguine sur la résistance des vaisseaux sanguins. Qu'est-ce que ça veut dire? La variation de pression, c'est-à-dire le différentiel, la différence de pression qu'il y a au niveau de l'aorte, c'est-à-dire au départ du cœur, quand le cœur envoie le sang, comparativement à la pression sanguine qu'il y a au bout de votre pied ou au bout de votre doigt dans les toutes petites artérioles. Plus la différence de pression est importante, c'est-à-dire là il y a beaucoup de pression et là il y a peu de pression, plus le liquide sanguin, c'est-à-dire vraiment ce liquide nourricier premier du corps qui transporte oxygène et nutriments, va pouvoir circuler. Donc cette variation de pression est extrêmement importante et intéressante. Ça, c'est divisé par la résistance des conduits, c'est-à-dire est-ce que les conduits sont encrassés, comme un tuyau d'arrosage, il pourrait être encrassé et donc l'eau ne pourrait pas bien circuler. Est-ce que ces conduits sont étroits? Encore là, évidemment, on comprend que le débit va diminuer si c'est étroit. Et est-ce que ces tuyaux sont longs? Pareil, ça va augmenter en fait le frottement qu'il y a relativement sur les bords des vaisseaux sanguins, de ces canaux qui transportent le sang. Et est-ce que le sang est d'une viscosité plus ou moins clair, plus ou moins propre? S'il est très chargé, ça va beaucoup moins bien circuler, comme si vous avez une eau qui est claire, qui circule parfaitement dans votre tuyau, ou si l'eau est vraiment boueuse, évidemment, le liquide va moins bien circuler. Donc là, c'est exactement la même histoire. Et je vous avais déjà fait la remarque que puisque cette variation de pression est divisée par la résistance, c'est ce facteur-là qui est le plus important, c'est celui qui impacte le plus les autres, et donc qui définit le débit du sang. Et cette résistance, donc, c'est en plus le facteur sur lequel on peut jouer le plus facilement, parce que la viscosité du sang, changer le contenu et la qualité du sang sur le long terme, on peut l'imaginer par une réforme d'hygiène de vie, alimentaire, etc. Mais par contre, sur ce en quoi on peut jouer tout de suite, c'est cette vasomotricité des capillaires, vasodilatation, vasoconstriction, ouverture, fermeture des tuyaux, par l'eau chaude et l'eau froide par exemple. Et ça c'est immédiat, c'est instantané. Donc encore une fois, notre loi de l'Hormèse, elle est vraiment fabuleuse parce que par le chaud, par le froid, par l'exercice physique, on va pouvoir jouer sur ce R, sur cette résistance qui influence grandement tous les autres facteurs de la circulation sanguine. C'est une formule mathématique, donc on peut s'amuser à mélanger les choses, à faire passer par exemple la variation de pression de l'autre côté du égal, et donc ça nous donne que la variation de pression, en fait, elle dépend du débit fois la résistance. Ça va être important pour après, quand on va reparler de la variation de pression. Donc, voilà, petit rappel, résistance, c'est diamètre, longueur, viscosité, qui délimite la résistance.
Et le débit, c'est le volume systolique. Donc, c'est-à-dire, vous savez, la systole, c'est le chiffre haut quand on vous donne votre pression, quand on vous dit vous avez 12,8 ou si on le dit à l'américaine, vous avez 128 de pression. Ce chiffre haut, 12 par exemple, c'est la pression systolique, c'est-à-dire la force maximale qu'a le cœur quand il expulse le sang. Et bien, quand il expulse le sang, le volume total de sang qu'il expulse en une seule fois, c'est ce qu'on appelle le volume systolique. On multiplie ça par la fréquence cardiaque, c'est-à-dire combien de fois il le fait par minute, et on a notre débit sanguin. Le débit il dépend du volume qu'il envoie, fois le nombre de fois qu'il l'envoie. Et donc, on va essayer de définir volume et fréquence aujourd'hui. L'homéostasie, c'est que si un facteur varie, les autres compensent. Si un facteur là-dedans, un seul varie, les autres vont essayer de compenser afin de maintenir, de se rapprocher de cet état d'équilibre qu'on ne touchera jamais, ce sera toujours une dynamique, on va naviguer autour. Et l'homéostasie, c'est cette force de contrebalancer les choses. Donc, aujourd'hui, on va parler de la régulation à court terme et des mécanismes nerveux extrinsèques, c'est-à-dire des mécanismes nerveux qui ne sont pas intrinsèques au cœur, en fait. Il y aura d'autres mécanismes qu'on verra vraiment qui sont particuliers autour des transmissions nerveuses, entre autres, qui sont au niveau du cœur, notamment au niveau des nœuds des ganglions nerveux, dont le nœud sinusal dont je vais vous parler après. Mais là, ça va être vraiment régulation à court terme des facteurs nerveux extrinsèques, ce qu'il y a autour, entre autres. Donc, R plus D. Résistance plus débit. Débit, on va parler du volume systolique dans un premier temps. Quelle régulation à court terme il peut y avoir au niveau du système nerveux? Eh bien, ça va passer par notre chère noradrénaline. La noradrénaline, on en parle régulièrement sur la chaîne. C'est un neurotransmetteur extrêmement important qui est fait à partir de la dopamine et qui peut donner naissance à l'adrénaline. La noradrénaline, c'est l'un des facteurs, l'un des neuromédiateurs les plus importants dans le système nerveux dit sympathique, celui de l'action. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est que je vous propose toujours de passer à l'action dans la loi de l'hormèse et dans cette stimulation de l'organisme par le froid, le chaud, l'exercice physique, c'est médié essentiellement par ce neurotransmetteur-là. Donc là, c'est important de voir qu'il joue encore un rôle capital. Comment ça se passe? Les neurones relâchent de la noradrénaline. Ils sont captés par des récepteurs qu'on appelle des récepteurs donc adrénergiques bêta 1. Et ces récepteurs-là donc reçoivent la noradrénaline. Ils s'enclenchent tout un effet domino en fait. Et plein d'acteurs, des messagers vont rentrer en jeu, dont la protéine G qui est liée, on peut le voir à ce récepteur bêta 1. Et là, une molécule, le GTP, qui est un petit peu similaire à l'ATP, donc une molécule chargée en potentiel énergétique, va permettre la conversion, l'activation de la protéine G. Ce faisant, la GTP, comme l'ATP, quand on utilise l'ATP, perd une liaison phosphate et devient du GDP. Et la protéine G, se faisant activer, change de forme, et va activer à son tour, rentrer en contact avec une enzyme, une protéine qui est à l'intérieur de la membrane. L'ATP, encore une fois, une autre molécule bien connue qui est vraiment porteuse d'un potentiel énergétique, va permettre l'activation grâce à cette protéine de l'AMP cyclique. Et l'AMP cyclique, à son tour, vous voyez bien que c'est un jeu de domino, va enclencher l'activation de certaines enzymes qu'on appelle les protéines kinases. Et ces enzymes, à leur tour, vont déclencher des processus, notamment essentiels pour la contraction musculaire par le calcium. Le calcium, c'est vraiment l'ion le cation, donc, c'est un plus, le cation qu'on utilise dans la contraction musculaire, là où, par exemple, le magnésium va avoir un rôle plus relaxant. Si vous voulez plus de détails sur les muscles, l'importance des ions dans la contraction musculaire ou nerveuse, je vous renvoie sur les autres
vidéo de Verisme TV où j'ai traité ça dans le système nerveux, le système musculaire entre autres. Donc là, on retrouve notre calcium. Et donc ces protéines kinases, comment elles vont avoir un effet? Tout simplement en allant parler aux canaux à calcium qui sont présents dans le réticulum sarcoplasmique, qui est un organite de la cellule, et qui va donc les protéines kinases vont ouvrir ces canaux à calcium. Plus de calcium va venir à l'intérieur de la cellule. Autrement, cette protéine kinase va aussi parler aux canaux à calcium au niveau de la membrane même de la cellule, pour faire rentrer depuis le liquide interstitiel du calcium à l'intérieur de la cellule. Donc on va augmenter la quantité de calcium, et ce faisant, le calcium, si vous vous souvenez des vidéos sur le système musculaire, lui c'est vraiment celui qui va permettre en fait à la troponine, qui est une molécule qui inhibe en fait la contraction musculaire, de changer de forme et donc de dégager la tropomyosine et de dégager les sites de liaison entre l'actine et la myosine. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, tous ces termes peuvent vous sembler un petit peu nébuleux, mais c'est vraiment imaginer que la contraction musculaire, c'est un potentiel qui est inhibé, voilà, à l'état de repos. Et ce qui inhibe ça, c'est que nous avons la tropomyosine, donc si vous voulez une longue molécule, qui empêche le système d'accroche musculaire, qui est l'actine et la myosine, de se faire. Et une fois que le calcium arrive, en fait, lui, son job, ça va être de dégager ces sites de liaison, afin que nous ayons vraiment des ponts de liaison entre l'actine et la myosine qui puissent se faire. Sinon, la place est déjà prise. C'est vraiment le jeu des chaises musicales. Il n'y a pas de place, il n'y a pas les sites de liaison sont cachés par la troponine et donc la tropomyosine, et il ne peut pas y avoir d'accroche pour que le muscle se contracte. Là, ça permet d'ouvrir les sites de liaison, et donc on augmente la liaison entre les têtes d'actine et de myosine, et donc la force de contraction. Et c'est comme ça que le volume systolique augmente, c'est-à-dire notre cœur tout d'un coup, qui est un muscle, un muscle lisse, muscle strié, expulse plus de sang par notre noradrénaline. Donc on a vraiment une conjonction, un lien, on voit bien, entre ce système nerveux par la noradrénaline et la contraction musculaire, le volume systolique. Donc tout d'un coup, on augmente la force de contraction, on augmente la quantité de sang que peut envoyer d'un seul coup le cœur. Ok ? Maintenant, on parle de la fréquence, et on retrouve encore notre noradrénaline. En se liant à ces récepteurs bêta 1, on diminue le seuil d'activation du nœud sinusal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, je vous le répète de long en large sur cette chaîne, nous sommes des potentiels sur pattes. Il suffit de faire sauter les verrous. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a déjà tout en nous, mais c'est juste qu'il y a des processus d'inhibition un peu partout. Dans une perspective de survie, c'est extrêmement pertinent d'avoir de l'inhibition. On ne veut pas tout le temps être sur la brèche. Par contre, on est, je pense, très loin d'imaginer tous les potentialités que nous avons en nous et nos capacités. Donc, pour revenir à notre cœur, nous avons un nœud sinusal au niveau du cœur qui, normalement, s'il n'était pas inhibé, ferait battre le cœur, même au repos, à 100 pulsations minutes. 100 pulsations, alors que la majorité des gens se situent au repos entre 50 et 70. Donc, il est tout le temps un petit peu inhibé. Ce que va faire la noradrénaline, c'est qu'elle va rendre en fait notre nœud sinusal, le seuil d'activation du nœud sinusal plus bas, et donc le cœur va plus facilement battre rapidement. Donc là, on augmente, notre noradrénaline permet à la fréquence du cœur d'augmenter. Donc on augmente la fréquence, on augmente le volume, donc on augmente le débit. On augmente la fréquence, on augmente le volume, et on augmente le débit. On voit bien comment le système nerveux influence le débit sanguin, par notamment notre noradrénaline. Ok, super. Il nous reste le débit, on vient de le voir. Il nous reste le R, cette résistance. Mais comment ça se passe? Notamment par les barorécepteurs. C'est-à-dire que nous avons au niveau de nos canaux, de nos vaisseaux sanguins, des récepteurs à pression. Comme je vous ai dit, on parle de 120,
80, de 12, 8 pour la pression. On vous donne des chiffres comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on les a déjà vus, hein, les explications de ces chiffres dans les précédentes vidéos, mais c'est tout simplement qu'on mesure la pression sur qu'exerce le sang sur les parois de nos vaisseaux sanguins, de nos conduits, tout simplement. Et bien ça, on a des récepteurs à pression. C'est-à-dire que notre corps, il est sans cesse en train de faire remonter les informations au cerveau pour lui dire dans cette artère, dans cette veine, il y a tant de pression. Le cerveau, recevant ces informations, après va prendre des décisions. Est-ce qu'on vasodilate? Est-ce qu'on fait une vasoconstriction? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on fait produire de la noradrénaline pour changer tout ça, etc. Voilà, il a plein de mécanismes après pour jouer sur tout ça. Mais il faut faire remonter l'information. Et donc, ces voies afférentes, le facteur le plus important, ce qui donne le plus d'informations importantes, ce sont nos barorécepteurs. Comment ça se passe? Ils envoient donc par les neurofibres afférentes des potentiels d'action qui sont reliés au cœur, c'est-à-dire que le cœur, c'est aussi un centre de réception, il n'y a pas que le cerveau, hein. On sait très bien que nous avons des neurones et des centres de gestion de l'information au niveau des intestins, mais aussi au niveau du cœur, mais aussi au niveau du cerveau. Ça parle aussi aux muscles lisses. Donc là aussi, il y a au niveau du tractus digestif, c'est principalement des muscles lisses, des informations à transmettre. Donc on voit bien qu'il y a une communication en fait qui est incessante entre tous les acteurs. Et puis surtout, ça remonte au niveau du bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, qui fait partie du tronc cérébral, c'est vraiment le centre vasomoteur d'un côté, centre cardiovasculaire et par la vasomotricité en fait. Donc vasomotricité, ça veut dire vasodilatation, vasoconstriction. Et c'est un centre aussi respiratoire. Il a un petit peu les rôles vraiment similaires de l'hypothalamus. C'est normal, ils sont sans cesse en interaction tous les deux. Donc ce sont des centres de croisement où se croisent les informations et les informations s'échangent. Donc c'est un centre vraiment très très important. Ce bulbe rachidien, il va faire le tri de l'information, il va recevoir ça afin justement de transmettre après aux autres aires du cerveau toutes les informations et toutes les dispositions qu'il faut prendre au niveau du comportement, au niveau des sensations que nous on a, et puis plus tard, quand c'est projeté sur le lobe frontal, au niveau des émotions, de nos pensées, etc., de notre comportement. Il y a d'autres influences qui peuvent rentrer en compte, les centres cérébro-supérieurs, donc là encore, ça vient d'en haut pour aller vers le bas, alors que tout à l'heure je vous parlais des voies afférentes qui venaient du bas, mais aussi les chimiorécepteurs à la variation de CO2, ça nous renvoie vers vraiment la respiration. Quand je vous parle de la méthode Buteyko, dans les techniques de respiration que je peux vous transmettre dans mes formations en ligne, c'est exactement ça. On essaie d'améliorer notre capacité à accumuler du CO2 pour qu'il y ait une meilleure respiration cellulaire, mais aussi l'acidité, la quantité de protons H+, et aussi les quantités d'oxygène. Tout ça, pour ce genre de molécules-là, chimiques, on a aussi des récepteurs. Et ces informations-là vont aussi influencer les potentiels d'action au niveau des voies afférentes, qui vont remonter au niveau du bulbe rachidien, qui va transmettre au thalamus. Le thalamus va transmettre aux autres aires du cortex, mais aussi à l'hypothalamus. Bref, tout le monde va se parler comme ça. Et on voit bien à quel point cette résistance, finalement, elle va partir d'en bas pour redescendre, mais aussi être influencé par le haut. Bref, ces centres vasomoteurs, notamment en passant par le bulbe rachidien, c'est eux qui vont délimiter l'ouverture ou la fermeture des canaux et donc influencer grandement notre résistance. Parce que comme je vous l'ai dit, le diamètre, la longueur et la viscosité du sang, difficile à changer sur le court terme. La longueur des tuyaux, pareil. C'est difficile d'augmenter la longueur des tuyaux. On comprend bien qu'on a un corps qui est plus ou moins terminé. Sans doute que ça va jouer sur le long terme. On va pouvoir augmenter cette longueur-là, mais vous voyez bien que ce facteur-là n'est pas à prendre en compte en termes d'importance comparativement au diamètre qui, lui, va tout de suite se fermer quand vous êtes dans le froid pour faire
refluer le sang vers le noyau et protéger les organes très importants que sont le foie, le cœur, les intestins, etc. Donc là, tout de suite, les micro-capillaires vont se fermer. Au contraire de quand on rentre dans un sauna, dans un bain hyperthermique, peu importe, les canaux vont s'ouvrir pour faire affluer le sang à la périphérie du corps et dégager plus de chaleur. Ce phénomène de vasomotricité passe par le bulbe arachidien, qui passe par les voies afférentes. Voilà comment est régulé notamment le débit sur le court terme, régulation à court terme, et ça concerne vraiment aujourd'hui des mécanismes extrinsèques au cœur, qui sont en dehors du cœur. On va voir plus en détail dans les prochaines vidéos comment ça se passe à long terme, mais aussi les facteurs chimiques en tant que tels. Je vous ai parlé de la noradrénaline qui fait partie des facteurs chimiques. On rentrera plus dans d'autres détails au niveau des hormones, notamment thyroïdiennes, etc. Bon, mon Jean-Louis, c'était une bonne vidéo physio, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Clap de fin, merci beaucoup. On va continuer sur notre lancée pour le cardiovasculaire prochainement, promis. Je vous donne quelques actualités de la chaîne et notamment personnelles des autonomes solidaires. Vous savez que j'ai lancé cette idée et cette annonce il y a peu que dorénavant toutes mes interventions en public, que ce soit des conférences ou des stages, seront gratuites. Que ce soit des stages d'une semaine ou des week-ends, peu importe. C'est ce qui fait le plus de sens dans ma démarche. Et je veux vraiment aider la France que j'aime à sortir vraiment de cette peur en comprenant les processus physiologiques qu'on devrait tous connaître. Donc je me suis lancé dans une aventure, un Tour de France, qui commencera en septembre. Et ce Tour de France, en fait, ça va être des week-ends, samedi, dimanche, aux quatre coins de la France. Pour l'instant, de septembre à décembre, je vais prévoir une dizaine de dates. Et pourquoi pas continuer en 2021 également. J'ai déjà pas mal de lieux qui m'ont été proposés. Tout ça, vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Les dates vont bientôt être arrêtées. Je vous promets que courant juillet, vous saurez toutes les dates qui vont être arrêtées de septembre à décembre. Et on va vraiment s'amuser dans des jolis coins en plus. Chaque lieu qui m'a été gracieusement proposé est à chaque fois magnifique et très joli. Donc ça va être super de se retrouver autour de la loi de l'hormèse, de la physiologie, mais aussi autour de tout ce qu'on peut faire pour progresser en termes d'autonomie alimentaire, psychologique aussi, physique. Moi je vais enseigner, je vais essayer de transmettre tout ce que je connais autour de l'exercice physique, des techniques de respiration, de la loi de l'hormèse, de l'alimentation aussi pendant un week-end, mais je veux aussi qu'il y ait d'autres intervenants dans tout un tas de domaines. Donc voilà, les autonomes solidaires, c'est lancé. Vous avez les informations en bas. La communauté sur Discord, qui est une plateforme où on peut discuter, est déjà à presque 200 membres. C'est magnifique. Donc voilà, je suis très très heureux de vous proposer ce Tour de France à la rentrée. Et nous, en attendant, avec mon Jean-Louis, on ne va pas s'arrêter là. On va vous proposer des vidéos de physio tout l'été et ça va être top. À bientôt les amis, et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.